Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Edward, and this is Fairy Flam, and that's meant to mean, obviously in English, that's meant to mean Iron and Flame, and this is meant to be an RPG game from 1986, and this is Edward's collab with Joueur du Grenier, and we did a reaction to the Joueur du Grenier Lost video, which had Edward in it, so this is on Edward's channel. Shout out to Shikana once again for the subtitles, and I'm very excited for this. Let's get right into it for today. Let's go. Je suis super content, on s'était bien marré la dernière fois avec les jeux Talaref. Et bah, vous voulez connaître la bonne nouvelle du jour? Pour les fêtes de Noël, Pandore Games propose une nouvelle édition, Talaref année 2010. I did like a good card game. Le Talaref année 80, le Talaref année 90. Vous avez à présent le Talaref année 2010. I'm not really familiar with Talaref, c'est d'avoir davantage de références que ses adversaires. Je suis une youtubeuse française, spécialisée dans les podcasts et les contenus humoristiques. Natou. Bien joué! Oh, I'm not really familiar with that too. Sport, quel ancien joueur et entraîneur français a remporté 3 Ligues des Champions et 2 Ligas avec le Real Madrid? Deschamps. Griezmann. Barthez. Un chauve. Oui, c'est un chauve. Ouais, mais oui. Le chauve le plus connu des footballeurs. Bah, Zidane. Oui! Ok. Sur les plages de quelle ville du Nord? Oh, he was in the great review video that I read to, you know, about the place subreddit. I'm not really familiar with football. Like, I obviously watched the World Cup, but I'm not that big into football, to be honest. De la France se situe l'intrigue du film Dunkerque. I mean, Dunkirk. Cette réplique de Skyrim. Moi aussi, j'étais un aventurier. Mais ensuite, j'ai pris une flèche dans le genou. Non mais ça va, tu peux faire semblant de Non mais pas franchement, savoir. but then I took an arrow to the knee. Franchement, vous la connaissez Yeah, pas. everybody Faites un knows effort, that faites un one. effort, merde. J'ai jamais joué à De Skyrim. quelle chaîne YouTube spécialisée dans les jeux vidéo? Rétro-découverte. Non, on n'a pas de Oh. questions sur nous. Et le rétro gaming. Oh, c'est Joueur du Grenier. Yeah. Quel logo représente l'application Snapchat? Un Ghost. fantôme. Non, Snapchat, c'est une flamme. Ah non, c'est un fantôme. Oui, bah fantôme, bah pourquoi tu dis non? Pas du tout, j'ai confondu avec Tinder, oh putain. Talaref, c'est le jeu que vous pouvez sortir n'importe où pour y jouer avec n'importe qui. Pas besoin d'expliquer les règles, on répond aux questions et on fait valoir ses références. Et on vous propose 15% de réduction en passant par notre lien qui est Damn, that actually seems like a lot of fun. Obviously, I got some of the references. Obviously, you know, they're mainly French, so I wouldn't understand most of them. But it seems like a very fun game. So obviously, make sure you use the code if you want to try it out. en description. Si vous cherchez des cadeaux pour les fêtes de Noël, je pense que c'est tout trouvé. Merci à Pandore Games de soutenir cette vidéo. Et à tout de suite. La vidéo que vous vous apprêtez à visualiser n'aurait très certainement dû ne jamais exister. Ou alors, si, peut-être que tout se déroule dans l'ordre naturel des choses et qu'il ne pouvait en être autrement. Difficile à dire. Et j'espère Hey, a simplement very de tout philosophical cœur start que here. vous apprécierez ce qui, j'ai l'impression, est né du destin. Bordel de merde! J'ai l'habitude de jouer à des jeux de merde où on se fait chier, mais comment ça se passe? Faut être immortel pour jouer à ton truc là? Ouais, les temps de chargement sont un peu longs. Ouais, bah je te le fais pas dire, quand t'as commencé, j'avais pas de barbe! Ah, bah, Ah. Oh mais putain! Bienvenue dans l'aube du pixel. Aujourd'hui avec Joueur du Grenier, on a l'immense plaisir de vous présenter Fer et Flamme, un jeu génial d'Ubisoft sorti en 1986 sur l'un des micro-ordinateurs les plus populaires de l'époque, l'Amstrad CPC. Il s'agit ni plus ni moins que du premier RPG français, Cocorico, même si on reviendra peut-être un peu plus tard sur les détails puisque c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je précise, dans l'émission L'aube du pixel, on présente de vieux jeux, pas toujours super bien pensés, qui ont souvent sacrément mal vieilli. Vous allez comprendre, avec JDG on a lancé l'aventure qui a débuté avec un écran titre et une superbe musique qui nous met dans l'ambiance. I mean, that music is very 80s-ish, isn't it? And like you said, some of the games might have aged badly, but, you know, they may still have that charm to them. On crée son équipe de 5 personnages. On a un peu de mal à savoir quelle caractéristique aura quelle influence sur quoi, mais bon, on finit par s'en sortir et on est projeté dans notre aventure. Voilà, qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Bienvenue dans le jeu vidéo des années 80, une époque où on avait l'habitude d'aller chercher les infos dans le manuel du jeu. Et les premières pages sont consacrées à l'histoire. Pour vous la faire en rapide, on évolue dans le royaume de Tulinthe et un grand méchant nommé Cal qui a fait apparaître une citadelle géante protégée par 2 golems de pierre. Grâce à eux et son armée de morts-vivants, il contrôle le royaume. Et les habitants de Tulinthe n'ont pas le choix, servir Cal ou mourir. Nous, on incarne un mercenaire qui a constitué une équipe dans le but de trouver Cal, de le tuer
et afin de libérer... I mean, it sounds quite interesting so far. On a un paragraphe qui nous explique ce qu'est un jeu de rôle. Je vous cite. Au fil des missions, vous allez assister à la métamorphose progressive de votre personnage. D'autant plus que ce personnage, vous en êtes le créateur et l'initiateur. Ce personnage, ce n'est qu'une représentation de vous-même, car à travers lui, c'est vous qui vivez, combattez et souffrez. Ouais, bah pour la partie de souffrance, c'est bien fait, je te confirme. En acquérant de l'expérience, c'est vous qui en bénéficierez à travers vous, votre héros. C'est amusant parce que à l'époque où les jeux c'était surtout du shoot, de l'action, de la plateforme, fallait bien expliquer aux joueurs ce qu'était un RPG. Ouais, je sais même pas où je vais là, il y a quelqu'un qui a déjà fini ce truc. Ensuite, dans le jeu, on a la carte du monde sur laquelle on rencontre des adversaires. Les combats se déroulent à travers un petit affrontement tactique. Parfois, on s'en sort à peu près, mais souvent, on rate nos coups. Je sais pas pourquoi, notre stade de précision est peut-être pas assez haute. L'adversaire aussi rate ses coups, ce qui donne des combats infinis. Bizarre. Baladons-nous en ville. La plus proche, c'est Dord, qui est décrite dans le manuel comme la capitale de la résistance aux villes cales. Il y a franchement un élément qu'on peut pas retirer au jeu. C'est beau. Alors oui, en 2025, ça manque de relief. I can agree with that. It does look pretty good for the time. D'un joueur des années 80, ça en jette. Pour rappel, les jeux d'Amstrad CPC, je vous mets une petite sélection, ça ressemblait à ça. Là, on se balade librement dans la ville, des PNJ nous abordent. The craziest thing is my mum, I'm pretty sure, had this console. She had an Amstrad, and I know that's like Alan Sugar's company's like on The Apprentice in the UK, a very famous guy. But I think my mum had the Amstrad because like she grew up in a household with her brothers and they used to play video games. So she obviously probably didn't play this game because it's a French RPG, but I do know she mentioned the Amstrad to me as a kid. She's like, oh, I used to have the Amstrad, and then she got the Sega Mega Drive. On peut faire du commerce. Alors malheureusement, l'espace mémoire sur ces disquettes était tellement limité qu'on pouvait pas intégrer autant de choses qu'on le souhaitait. Il n'y a aucune musique in-game pour libérer de la mémoire, mais mettons une petite mélodie d'un jeu moderne au pif. Regardez un peu. Oh, this actually really fits the game, doesn't it? Trahit peut-être, mais franchement, classe, hein. On se balade donc dans Dord. Il y a un palais dans lequel on trouve un livre où il est écrit « Comme Tanaris va un jour l'anéantir, la quinte des rubis du dieu Tanaris se réunira encore pour venir se poser quand Tandar vivra. » Voilà. Faut avouer que c'est palpitant, hein, vraiment, mais on sait pas trop quoi faire, hein, pas trop où aller. On a essayé de sortir et de se balader un peu en tulinte, mais... Oh, franchement, la carte est grande et on peut aller direct partout, alors ça fout un peu le vertige. On tombe sur un temple, il y a un centre astronomique, il y a aussi plusieurs petites cabanes avec des magiciens ou autres dedans. À l'ouest, il y a un apprenti magicien qui accepte de nous montrer les notes de son maître. Il y a forcément un truc à déchiffrer là-dedans, mais on ne voit pas. Il y a la fameuse citadelle. Wow, that does look really confusing, doesn't it? Défonce en quelques coups. Un texte nous indique que nous avons échoué et on voit Cal, le méchant, écraser Tulinte. Et pourquoi on joue à ce truc? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, en plus? Je t'ai dit, Fred, tu sais, c'est par rapport à la vision que j'ai eue, je pense que c'est pas... And I sort of love the contrast in their personalities because, you know, Fred, he rages a lot, he does get angry. And Edward, he seems a lot more optimistic. And, you know, I do like the differences in the character. This is why I feel like this collab is really working well for me. Nulle part, et puis il doit y avoir une vidéo à faire. Écoute, déjà, si t'as des visions, pour commencer, c'est un médecin qu'il faut consulter, pas un rétro gamer. Et ensuite, tu veux que je te dise ce que je pense de ton jeu? Ton truc est injouable. Premier RPG français peut-être, mais si tout est raté et mal foutu, explique-moi c'est quoi l'intérêt de s'y attarder? Sérieux, ça nous a pris une plombe pour créer une équipe qui visiblement est pourrie en combat. Même simplement se balader, c'est un calvaire. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi ces dialogues inutiles avec des PNJ qui sont identiques d'une ville à l'autre? J'en ai rien à branler que tu t'appelles le Romain. Si t'as rien à me dire, casse-toi. Et puis ce système d'icônes de merde. Au lieu de se déplacer simplement avec des touches de ton clavier, on passe son temps à naviguer sur le menu déroulant, à sélectionner chacune de nos I mean, that is kind of annoying. I kind of agree with Fred here. Vers l'est, monter, descendre, entrer, sortir, déposer, ramasser, marchander, payer, acheter, inventaire, santé. Ah! Il y a 27 putains d'icônes. 8, ça aurait largement suffi. Comment ça peut être aussi mal pensé? I mean, Fred's not wrong here, is C'est he? mou, c'est long, toutes les actions prennent une plombe. Un combat à la con, ça peut durer 20 minutes. 20 minutes.
Pour te régénérer, il faut dormir, et dormir aussi, c'est interminable. Rajoute que le moindre déplacement, c'est un temps de chargement, qu'on te demande constamment de changer de disquette. Même chose pour sauvegarder, foutre une disquette vierge pour y inscrire les données de ton aventure. Et si jamais tu te gourres et que tu sauvegardes sur ta disquette de jeu, mais alors là, tu effaces ton jeu, tout simplement. Voilà, hein. Alors bon, Edouard, s'il te plaît, laisse-moi te dire une chose. Oui, parler de mauvais jeux, ça peut être drôle, j'en sais quelque chose, mais quand même, il y a une limite, et là, elle est dépassée, hein. Là, c'est se rendre dans les tréfonds des chiottes pour en lécher le fond. Personne n'a envie de voir ça, ni toi, ni des viewers. I do feel a bit bad for Edward. Like Fred just basically unleashed a massive rant onto him, and that was quite funny because I do think the buttons at the bottom, that is a bad mechanic, but I'm a bit more kind towards this game because, like they said, it's the first French RPG, and you know, this is very early stages in the 80s, and gaming has obviously progressed a lot since then, so I'm a bit more forgiving towards this game. But let me know your thoughts, I guess, in the comments. Écoute, perds pas ton temps là-dessus. Je sais que tu veux bien faire, mais là, vraiment, ça va trop loin dans ton délire rétro gaming. Oh. Il a fait une tête à la Edward. Bon, écoute, je veux bien t'aider, mais sur un vrai sujet, ok? Allez. En fait, c'est toi qui es chez moi, donc c'est à toi de partir. Ouais, je sais pas. Peut-être que le joueur du grenier a raison. Est-ce que je m'attache bêtement à un fantasme à la con, un truc qui aurait pas plus de valeur qu'un simple mauvais rêve? Et j'ai eu un petit accident dont je vous passe les détails, et entre crash d'avion, survie dans la jungle, je me suis retrouvé à l'hôpital et j'ai entrevu... We did a reaction to that, a great episode there. Sur le coup, ce fut une conviction. Tout cela ne pouvait pas être simplement dû au fruit du hasard. Ça ne devait pas l'être. Oui, quelques semaines plus tôt, en présentant Rayman d'Ubisoft et en parlant des premiers titres de la firme, Alice avait évoqué Fer et Flamme. C'est vrai, ça m'avait intrigué. Oui, j'avais fait des petites recherches par curiosité sur ce jeu dont certains disaient qu'il s'agissait du premier RPG français. C'est bien entendu pas tout à fait vrai, hein. On trouve d'encore plus vieux jeux reprenant les codes du jeu de rôle. Oh, there was one before it, okay. Il y en a un qui était particulièrement bluffant, Mandragore, qui exploitait déjà la mécanique map-monde contenant villes et donjons. À mon goût, il mérite davantage le titre de premier RPG français, même si Fer et Flamme suit de tout juste, hein. Mais je m'égare. Suite à ma vision, donc, moi j'ai foncé à la... Okay, an association working for the preservation of computer heritage. Edward often goes there to get hardware for his videos. Oh, that's actually really cool. A place like this exists. I love stuff like this. You know, we do need to preserve the hardware. I could definitely get behind that. L'association MO5. Je leur ai emprunté tout le matériel, Amstrad CPC, le jeu sur disquette. Je suis allé voir le JDG en lui expliquant ce que j'avais vu. Je lui ai demandé s'il pouvait mettre sa chemise, comme il était dans mon rêve, hein. On a posé la caméra pour faire cette vidéo et ça s'est pas passé exactement comme je l'imaginais. Je vous assure que je dis pas de conneries. Vous savez, certains expliquent que dans le coma, ils ont vu un tunnel, une lumière blanche ou je sais pas quoi d'autre. Bah moi, j'ai vu Fer et Flamme. J'ai vu le joueur du grenier. Non, je sais bien que d'une certaine manière, JDG a raison, hein. Comment faire une vidéo sur un truc aussi archaïque et en même temps, c'est tout le principe de l'aube du pixel. Allez, peut-être que JDG n'a rien à voir avec tout ça, mais moi je peux bien pondre quelque chose. Clairement, faut une patience de fer, hein, pour jouer à ce truc. Je suis allé fouiner sur internet et j'ai trouvé quelque chose. Sur CPC Power, un mec qui s'appelle Karamoun a publié une solution. Il introduit celle-ci en ces termes.
Quel possesseur d'Amstrad ne connaît pas de réputation Fer et Flamme? C'est le jeu de rôle mythique du CPC. Tellement mythique d'ailleurs qu'aucune solution complète n'existe, à part une carte, et que la plupart des tests de l'époque n'ont pas dépassé l'entrée de la première ville. 30 ans après mes premières tentatives, j'ai enfin terminé le jeu. Voici mon guide. Wow, it took him 30 years to finish the game. Terminer le jeu. Alors normalement dans l'aube du pixel, j'ai un principe fondamental, plonger dans le contexte de l'époque. Ce qui signifie entre autres, pas de solution. En tout cas pas par internet puisque ça n'existait pas. Mais rien ne m'empêche logiquement de contacter un gars qui a lui terminé le jeu pour lui demander des conseils. J'envoie un message via CPC Power. Le lendemain, j'ai une réponse. Caramoon est partant pour me parler de son jeu let's du see cœur. this. This should be a On great convient d'un interview. rendez-vous Discord et c'est parti. Ouais, Caramoon de son vrai prénom, Arnaud, mais on l'appellera Caramoon pour éviter de le confondre avec notre Arnaud, obtient à l'âge de 10 ans après avoir tanné ses parents un Auric Atmos avec lequel il découvre le jeu vidéo. Devant la fougue et la passion du jeune homme face à la micro-informatique, il obtient quelques années plus tard un Amstrad CPC et il entend assez rapidement parler d'un certain Fer et Flamme. Donc oui, Fer et Flamme, déjà il y a un an qu'il était sorti quand je m'y suis mis. Donc déjà on le voyait dans toutes les publicités. Bon déjà la jaquette ça était super. On voyait des pubs Ubisoft dans tous les sens, le jeu incroyable, 400 000 lieux. Et toi, t'y jouais pas mal, t'étais allé loin dans le jeu? À l'époque j'avais passé un petit peu de temps effectivement parce que le jeu me plaisait bien, il était visuellement très attrayant, donc j'avais envie d'y jouer. Il y avait évidemment pas internet, et pour un peu que les copains ne jouaient pas à ce jeu-là, on se retrouvait un petit peu tout seul pour le terminer. Et ce qui était le cas, ce qui était mon cas. Du coup j'ai essayé d'y jouer, mon cousin il jouait un petit peu aussi. On est arrivé assez rapidement à être bloqué parce qu'on voyait pas du tout ce qu'il fallait faire. It did seem quite confusing. On est dans la ville, très bien. On tue des monstres, très bien. On se baladait un peu plus loin, on arrivait dans un grand château, on se faisait tuer. Il fait une histoire quoi, donc voilà. Caramoon, comme à peu près tous les joueurs de l'époque, abandonne Fer et Flamme sans être parvenu à bien comprendre ce qu'il devait y faire. S'enchaînera d'autres ordinateurs, d'autres jeux. One of those type of game, where you play it, you get a little bit into it, and then you kind of give up because you're not really sure what to do. We've all been through those type of games. This was like the early stages of the internet. Like the internet was around, but it wasn't like you could just fire up YouTube and watch a walkthrough about where to go. So back then, you really were screwed if you kind of got lost. But I really like seeing that because, he's an older guy now, but like he started playing this game as a kid and is stuck with him that much that he came back all this time later and finished it. I love stories like this, man. Mais tout ça ne nous concerne pas. Le fait est que le jeu l'a marqué. Son ambiance, son univers, ses promesses. Des années plus tard, avec l'émergence d'Internet, des communautés de fans se réunissent pour parler rétro gaming, dont certaines spécialisées dans leurs machines de cœur, comme avec CPC Power, consacré à l'Amstrad CPC. Caramoon prend plaisir à échanger sur divers sujets et puis il finit par poser une question. Le jeu est très bien, est-ce que quelqu'un l'a fini? Vraiment, je me posais la question, j'ai jamais eu une réponse. Bon, peut-être que dans l'époque, sur d'autres forums qui ont disparu avec le temps, peut-être que d'autres personnes avaient déjà discuté du sujet, mais en tout cas, quand j'avais lancé une petite bouteille à la mer pour avoir des informations, je ne récoltais rien. Not even on YouTube. Si vous me le demandiez, j'aurais tendance à vous dire que personne n'a jamais fini ce jeu à l'époque. Mais bien sûr, c'est invérifiable. Allez pas savoir si un joueur aurait pas tout fouillé, tout réalisé, en y passant des centaines d'heures et serait allé au bout sans que personne ne soit jamais au courant. D'ailleurs, c'est assez amusant, mais tous les tests du jeu dans les magazines de l'époque lui donnent une excellente note. Observez un peu dans le 40e numéro du magazine Tilt. Le testeur conclut. C'est en errant par monts et par vaux que vous découvrirez les renseignements pour déjouer les pièges, le chemin qui mène au château et finalement les moyens de mettre en échec Cal. Moins rebutant que la plupart des jeux de rôle au graphisme succinct, le programme intéressera autant les débutants que les spécialistes. Ouais, c'est amusant, les captures choisies représentent toujours, magazine après magazine, les premières images de l'aventure. I mean, for the time, I can see why. It does look good and have a sort of charm to it. Parce que, ouais, sur la première heure de jeu, c'est génial, c'est beau, la carte est exactly. Il y a des villes à visiter, des châteaux, des combats tactiques, comment ne pas être charmé? C'est en entrant un peu plus en profondeur dans le jeu qu'on comprend que tout ne fonctionne pas parfaitement, qu'on sait pas quoi faire, qu'on est perdu, qu'on meurt très vite, tout ça. Sans compter que le jeu peut être truffé de bugs. Justement, Caramoon explique que la première difficulté pour lui, avant de se relancer dans l'aventure, a été de trouver la version du jeu la plus stable. Oh. Mais enfin bon, personne ne répond à sa question. Est-ce que quelqu'un a fini le jeu? Personne ne peut l'aider puisque personne ne semble ne jamais être allé très loin dans l'aventure. Il s'amuse donc à reparcourir ces décors qui ont marqué son enfance une nouvelle fois sans aller bien loin. Sauf que un événement va raviver la flamme. Un blogueur américain qu'il suit assidûment, le CRPG Addict qui teste tous les RPG sortis depuis le début de la micro-informatique, se lance dans Fer et Flamme dans le but d'en voir le bout.
bien sûr, comme tout le monde, il bute sur le jeu. Il en écrit même un article qu'il conclut en ces termes. Je vous résume grossièrement. Je reste confus face aux mécaniques de jeu. Je poste ceci ici pour savoir si quelqu'un y a déjà joué et aurait des conseils. J'ai pas mal joué à des jeux français, la plupart du temps, je les ai abandonnés. Je les trouve déroutants et bizarres, mais là, je sais pas pourquoi j'aimerais m'accrocher, même si je crains que l'expérience se répète. Ce jeu est trop étrange, trop frustrant. Je commence à perdre espoir. Caramoon ressent quelque chose d'étrange, comme si une mission venait de lui être confiée. Comprendre son jeu d'enfance, parvenir à progresser et pourquoi pas même, soyons fous, en voie. And that definitely seems like a really hard challenge to give yourself because so many people are struggling to do this. You can't even find out in the world if anyone's ever completed this game. So to give yourself this challenge, you know, you're setting yourself up for a hard task. Par le bout. Le 1er avril 2017 à 8h58, Arnaud, sous son pseudo donc Caramoon, poste ce message sur le forum Abandonware, que là aussi, je vous résume. Salut, vous connaissez Fer et Flamme? Et j'ai tenté de finir le jeu, le CRPG Addict également, mais sans succès. J'ai réussi à avancer un peu, j'ai fait progresser mes personnages, mais je reste bloqué. Et s'il vous plaît, quelqu'un a-t-il déjà terminé le jeu? Quelqu'un pourrait-il m'aider à avancer? Certains lui ont répondu, et c'est ainsi, de fil en aiguille, que Caramoon est allé au bout du jeu. Si ça vous intéresse, vous avez toute la discussion toujours présente et accessible sur le forum même. Mais nous, avec l'Aube du Pixel, je rappelle qu'on est en 1986, face à notre jeu. On doit s'en sortir à la loyale. Caramoon m'a indiqué. Hervé Lange, quand j'ai vu un interview, il expliquait que des fois, pour rallonger la sauce et l'intérêt du jeu, parfois ils envoyaient des petites informations, des petites solutions dans les magazines, histoire de redonner un petit coup de boost au jeu. Et je peux me tromper, mais je pense qu'ils ont dû envoyer la carte ou une ébauche de solution, et ça avait dû permettre de faire cette carte, mais c'était, voilà, ça donnait les grandes lignes du jeu, les lieux, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'était pas suffisamment détaillé pour tout trouver. Ok, là, il y a deux infos qui sont extrêmement intéressantes. Hervé Lange, j'y ai même pas pensé. La honte, ça aurait dû être un de mes premiers réflexes. Qui est l'auteur de ce jeu? Surtout que qui dit Ubisoft dit développeur français. Eh bien, Ubisoft do some great games, Fer et Flamme est un certain Hervé Lange. J'ai cherché son contact partout sur le net, sans succès. Retour dans les locaux de l'association MO5 pour deux raisons. Leur demander le contact de Hervé Lange, il est membre d'honneur de l'association, bingo, j'ai son mail, et aussi récupérer dans les archives le numéro 40 du magazine Amstrad 100%, dans lequel avait été publiée une carte du jeu. Ouais, Tulinte présente sur 2 pages. Bon, c'est un dessin, ça manque un peu de précision, mais c'est toujours ça. Caramoon et d'autres membres du forum avaient fouillé les magazines de l'époque. Aucune solution du jeu n'a jamais été publiée. Cette carte, Okay, that's a c'est good la place to meilleure start, aide though, dont the on puisse map. disposer. Ouais, ça fait pas mal d'informations et je sais pas précisément où je vais avec tout ça. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message au joueur du grenier, au moins pour lui indiquer que oui, un joueur avait terminé Fer et Flamme des années plus tard, qu'il en avait fait un guide sur le site de CPC Power, tout ça. Puis, j'ai laissé passer la nuit. I'm kind of curious to see Fred's response to that. J'étais motivé. Si Caramoon l'avait fait, il n'y avait aucune raison que j'y parvienne pas aussi de mon côté. J'ai suivi à la lettre tous ses conseils pour bien entrer dans le jeu. Déjà, la constitution de son équipe. Le plus simple est de tout miser sur un seul personnage, un guerrier que je nomme Edouard. En faisant du grind, s'il obtient assez d'expérience, il me suffira à vaincre tous les adversaires. Mais avant tout, il est assez important de se stuffer. Direction la ville la plus proche du début de l'aventure, Dord. J'achète de la bouffe, de l'eau, aussi quelques pièces d'équipement pour renforcer mes statistiques. Puis, petite subtilité qui, si tu la connais pas, c'est bien entendu pas indiqué dans le manuel, ça te bloquera très vite dans ta progression. Il y a une icône pour chercher des objets, c'est les lunettes. Sauf que, quand on jouait avec joueur du grenier, peu importe où on cherchait, le jeu nous donnait toujours la même réponse. Il n'y a rien. Ce que Caramoon a fini par comprendre des années plus tard, gamin il n'avait pas ramassé un seul objet, c'est que lorsque l'on cherche sur un tableau, il faut toujours insister. Si vous cliquez sur chercher plusieurs fois et que la phrase « il n'y a rien » ne se répète pas, c'est qu'il n'y a vraiment rien. En revanche, putain, c'est vraiment vache. Si la phrase « il n'y a rien » se répète, c'est qu'il y a quelque chose. Confused, right? C'est tiré par les cheveux de fou. Le but, c'était de donner l'illusion que ton personnage fouillait à différents endroits sur l'image. Donc, en insistant un peu, c'est de l'aléatoire, on finit par trouver le dit objet. Tenez, ici dans le palais, un rubis de Tanaris. Très bien.
J'en profite surtout pour engranger de l'XP et ouais, hein, si le côté tactique est hyper original, dans l'exécution, c'est lent. Karamoun avait précisé ceci. Effectivement, surtout maintenant, moi qui ai joué à beaucoup de jeux de rôle, etc., qui a l'habitude de Donjons et Dragons et compagnie, les Wizardries, etc., quand tu lances dedans, c'est un système de jeu qui est inconnu. Et puis pas tout le temps très cohérent. Voilà, mais je comprends la problématique. Hein. C'est que tu vas développer un moteur de jeu de rôle et un système de jeu de rôle cohérent, bien équilibré, qui fonctionne bien, et le développer, c'est évidemment des tâches bien compliquées. Oui, Extremely on sent bien que complicated. le jeu a été réalisé à une époque où les codes étaient encore loin d'être établis, hein, qu'on tâtonnait et qu'on pouvait facilement prendre une mauvaise direction. De toute façon, c'est assez simple. Hein. Dans le jeu, la moindre action est fastidieuse de complexité. Tenez, l'argent, c'est pas géré par votre équipe. Chaque personnage a son propre budget pour faire ses propres emplettes. Même chose pour l'inventaire. Par exemple, si mon personnage de Arnaud a soif, mais que l'eau se trouve dans l'inventaire d'Edouard, je dois aller dans l'inventaire d'Edouard, sélectionner l'objet, le poser par terre, ensuite, avec l'icône chercher, les lunettes, je dois cliquer jusqu'à ce qu'il trouve qu'il y ait de l'eau, ramasser l'eau, Oh, et that's la a lot passer of dans l'inventaire steps. d'Arnaud pour lui indiquer de boire. Voilà, c'est un assez bon résumé de comment fonctionne globalement le jeu. Je vais vous dire un truc qui va peut-être un peu vous surprendre, mais le jeu est sorti en 1986, donc vous savez quel autre jeu est sorti la même année sur NES? No, what The game? Legend of Zelda. Oh. Ouais, on est vraiment à des années-lumière. Je me demande comment Karamoun a eu la patience d'aller au bout. Hein. Moi, j'en suis à plusieurs heures de jeu et je sais toujours. And that's also something I like. I like when they give comparisons about what other games were out at the time so you can really see how good a game was. Because, you know, I'm not as harsh on this game because it did come out in 1986. So, you know, the technology at the time, I'm not as harsh towards this game as I would be, say it's released in 1996, for example. Pas ce que je dois faire. Et là, tu sais pas que je reçois dans la foulée une réponse d'Hervélange. Il est partant pour nous raconter comment il en est arrivé à développer Fer et Flamme. Ça peut être un témoignage super intéressant pour la vidéo. On se donne un rendez-vous pour le lendemain. Je continue de mon côté d'explorer un peu et je me remémore une chose que m'a dit Karamoun. J'avais surtout cherché les solutions. Après, c'était GT400 qui lui avait regardé. Bon, on a fait un travail de fourmi l'un et l'autre, hein, vraiment. Il avait sorti tous les magazines, il cherchait les petits messages. Et oui, il avait réussi à trouver des billes là-dedans, parce que moi, quand j'avais fouillé sur Abandonnoir Magazine, tous les magazines CPC, et j'avais cherché les solutions. Donc lui, il avait creusé encore davantage en cherchant dans les pseudo-forums de papier de l'époque les questions qui étaient posées. Alors, ouais, faut que je vous explique ce truc-là. Déjà, qui est GT400 ? C'est un gars qui a pas mal participé sur le forum où Karamoun avait demandé de l'aide pour avancer dans le jeu. Et en effet, le dingo, désolé GT400 si tu passes par là, s'est amusé à aller fouiller dans les archives de tout un tas de magazines de l'époque pour trouver d'éventuels échanges sur Fer et Flamme. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Tenez, retournons sur le 40e numéro du magazine Tilt qui date de mars 1987. Il y a une section Message in a Bottle, une sorte de forum pré-internet. Des joueurs bloqués dans leur jeu demandent de l'aide. Par exemple, Jacqueline qui dit « Dans l'Aigle d'Or, cela fait des mois que je moisis devant le fantôme. Le crucifix ne suffit pas. Comment peut-on passer ?» Plein de joueurs posent des questions du genre et vous pouviez potentiellement obtenir une réponse au minimum le mois suivant dans le numéro suivant du magazine. Une autre époque. Et c'est ce genre de message à travers divers magazines qui allait rechercher GT400. Je vous raconte pas le travail de fourmi. Heureusement, il a indiqué où il avait pu dénicher des informations. Dans les Amstrad magazines, entre les numéros 28 à 41. À mon tour, je suis allé fouiner. Il y a eu des questions posées à propos de Fer et Flamme, souvent... And these people who do the archive and stuff, they're the real heroes, aren't they? Because like people just archive stuff, make sure people can find the stuff when, you know, it's hard to find nowadays. Like the abandonware sites, you know, you're looking for a PC game that you can't really get anymore, and you go to one of those sites and download it. I have massive respect for people who are doing work like this. Resté sans réponse, hein. Mais attardons-nous sur le numéro 29 qui date de décembre 1987. But like to go through this to find the answers le Golanur, le cristal is noir awesome. et les rubis de Tanaris dans Fer et Flamme. Déjà, juste, comment cet Antoine sait-il qu'il existe ce genre d'objet présent dans le jeu ? Il a dû fouiller dans le code pour trouver ça, je vois pas d'autre option. 2 numéros plus tard, en février 1988, un certain LUI, c'est son pseudo, lui répond. Tu trouveras 4 des 5 rubis de Tanaris dans les lieux suivants. Un dans le Palais Doré, un dans le Bourg des Saisons,
2 dans la citadelle de Cal après avoir tué Gork. Quant au 5e, je l'ai pas encore trouvé. Waouh, plus j'avance dans mes recherches, plus j'ai l'impression d'être perdu, comme si, au lieu de progresser, je régressais. Bon, si je résume, faudrait visiblement dans le jeu trouver 5 rubis, ces fameux rubis de Tanaris. Admettons, grâce aux infos de ce LUI, je peux concentrer mes recherches aux endroits indiqués. Dans le Palais Doré, dans la ville de Dord, ouais, celui-là on l'a déjà récupéré. Le bourg des Saisons, c'est une autre ville qui se trouve au nord-est. Et le LUI, là, il a pas précisé où chercher dans la ville. Je tape sur l'icône lunettes partout, mais j'ai rien. Il dit ensuite que 2 rubis se trouveraient dans la citadelle de Cal. Mais avec les golems, impossible d'imaginer passer. Donc voilà. Franchement, je sais pas trop qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire avec ce jeu. Joueur du grenier a répondu à mon message. Oh, that's a pretty good response. Je vous ai déjà parlé du joueur du grenier et l'influence qu'il avait eue sur mon travail. Rapidement, pour un gamin comme moi qui a grandi dans les années 90, le jeu vidéo c'était principalement une affaire d'enfants, d'ados tout au plus. Nous étions clairement la cible du marketing, du design, des thèmes proposés. Yeah, I was born in the late 90s, but I mainly grew up in the 2000s, and I would say the marketing was normally towards kids and teenagers. In general, now I'm obviously an adult, I still play video games. Most adults do play video games now. But back in those days, the marketing was definitely towards that sort of group, wasn't it? Par les éditeurs, ce qui fait que l'opinion publique, nos parents, avaient une bien maigre estime de ce média. On entendait tout et n'importe quoi à propos du jeu vidéo, que ça nous rendait violents. See, my mum was pretty supportive when it came to video games because she grew up like playing Mario, like Sonic, the Amstrad, so she was pretty supportive when I used to play video games, to be fair. So I guess my mum was a bit different. Que ça nous abrutissait. On est de nombreux gamins à avoir un peu souffert de ça parce que, vous vous doutez, j'adorais le jeu vidéo. Et je constatais bien que c'était davantage qu'un simple jouet électronique. On pouvait y trouver de belles histoires, accompagnées de belles musiques, d'images, enrobées avec de brillantes idées de gameplay. Et puis, ça alimentait tellement notre imaginaire. Bref, j'en avais pas les moyens, pas la possibilité, mais je rêvais de redorer l'image du jeu vidéo auprès de tous les adultes qui le discréditaient. Il y a quand même eu des choses, dans les magazines, à la télé. On se souvient tous d'émissions qui nous ont marqués, qui parlaient sérieusement du jeu vidéo, avec des personnes qui connaissaient le média, qui l'appréciaient, mais début 2010 débarque sur YouTube le joueur du grenier. Pour moi, c'est un séisme. C'est un ami qui me montre une vidéo. Tintin au Tibet. Oh, Je découvre un mec qui fait l'exact inverse de mes attentes. Il parle pas des bons jeux, il valorise pas le média, non, sur un ton humoristique, il s'attarde sur les mauvais jeux. Parce qu'il faut bien dire, des mauvais jeux. Dans les années 90, il y en avait pléthore. Vous allez me dire, aujourd'hui aussi, non. Et pour les plus jeunes qui nous regardent, croyez-moi, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, un mauvais jeu, c'est la plupart du temps un jeu ennuyant, pas très bien pensé. D'ailleurs, on a en réalité bien plus de jeux médiocres que de mauvais jeux. Dans les années 90, le jeu vidéo, c'est encore un média tout jeune qui se cherche. On fait rarement tester ce qu'on développe, c'est pas encore une habitude. Certains choix de gameplay sont étranges. On doit combler le manque d'espace mémoire des cartouches ou des disquettes par une difficulté plus prononcée. Ouais, si vous avez connu le jeu vidéo à cette époque, vous avez aussi forcément connu les jeux bien foirés qui vous ont bien fait rager. En fait, tu peux finir le niveau 3 entier simplement en entrant dans un seul bâtiment et après il suffit de lire la carte. Tout le reste est juste là pour te faire souffrir gratuitement, c'est du barbarisme. C'est vraiment inhumain ça, quand t'es gosse tu le sais pas, alors tu rentres dans tous les bâtiments un par un et tu te les fais tous parce que t'as juste envie de jouer finalement. Putain mais là il y a de quoi devenir fou. Testeur de jeu sur la I jump right to this video from them. Le joueur du grenier avec ses vidéos, c'est qu'il est venu chatouiller cette corde sensible que tous les gamers de l'époque ont enfouie au fond d'eux, ce qui produit immédiatement un effet cathartique. Ça amplifie l'effet des gags et notre empathie avec le personnage. Ouais, je l'ai dit, c'était à l'opposé de ce que j'attendais, de ce que je recherchais, mais qu'est-ce que c'était bon. Joueur du grenier était un gamer qui s'adressait aux gamers. Un non-joueur ne pourrait pas être sensible au discours. J'étais ébahi. Oh yes, I love this video. La fiction The Harry Potter one. Ceux qui me connaissent savent l'importance que j'accorde à la mise en scène. À quoi ressemblerait Rétro Découverte sans l'influence du joueur du grenier? Difficile à dire. Est-ce que l'émission même existerait? J'ai échangé plusieurs fois avec JDG. J'avais même fait le pèlerinage dans le but d'avoir son avis sur la personne en France qui représenterait le rétro gaming. C'était tombé sur Monsieur Pichon. Et
Oh, monsieur Pichon, comment j'y ai pas pensé plus tôt? Peut-être que c'était tout simplement ça le signe. And I have to say, that was such a beautiful tribute to Joueur du Grenier there, because, you know, they've obviously had a big impact on the French YouTuber gaming space. Like, their videos are great. Timeless videos, you know, I'm reacting to a lot of their older videos. I'm still really enjoying them. But they had a big impact on Edward's career. And I see Edward as, you know, Fred often covers bad games, which I find funny because a lot of the games he does cover, if I play them, they are bad. And you can just see the reasons why they're bad. He explains it. But Edward, you know, he has more of a positive outlook on some of the games. Like, this one, you know, Fred basically ripped into it and he made some really good points. But, you know, Ed was looking at it from a different angle, which I think is cool as well. J'avais vu en vision Joueur du Grenier, mais c'était un message caché pour évoquer l'élu du rétro gaming, Monsieur Pichon. Le lendemain, j'ai pas tardé. Je suis allé le trouver dans la résidence en lui expliquant que j'avais besoin de lui pour ma vidéo, qu'il allait sûrement me révéler quelque chose à propos de celle-ci, je sais pas quoi, mais ça nous sauterait aux yeux le moment venu. On s'est retrouvés chez moi, sauf que j'avais rendez-vous avec Hervé Lange. Oui, c'est vrai. Hervé a tout de suite été super sympathique, hein, et heureux de partager avec moi cette partie de son histoire. Mon frère, en fait, a demandé, je pense, pour Noël, un Auric 1 quand ces machines sont arrivées en France et ont débarqué les ZX81, les Spectrum, les Auric. Mais il s'est pas tellement intéressé. Et c'est moi qui lui ai piqué, en fait, on va dire comme ça. Tu vois, et puis j'ai commencé là à pouvoir créer mes propres jeux. Oui, Hervé Lange découvre tout jeune le monde de la micro-informatique qui le fascine. Il programme sur son Auric ses premiers jeux pour lui-même ou pour des amis, des jeux qui ont disparu aujourd'hui. Mais pour toi, c'était une sorte de révélation. Les jeux vidéo sont, comme je viens de le dire, sont naturellement apparus comme la meilleure combinaison en fait des deux centres d'intérêt que j'avais, qui étaient le côté artistique et le côté programmation. D'un côté, je faisais des BD, puis la programmation est arrivée, et naturellement, quand tu as ces deux choses-là, en fait, tu te dis, je pourrais faire quelque chose d'interactif avec des dessins et puis de la logique derrière. Je dis souvent, c'est ça, j'ai eu la chance d'être au départ d'une explosion technologique, d'une révolution technologique, on va dire ça comme ça, comme les gens plus tard qui ont été présents lors du mobile ou du web, etc. Donc j'ai eu la chance de saisir ça et de pouvoir effectivement créer au tout début de ces affaires-là, en fait, tout début de cette histoire-là. Hervé prend alors l'habitude de se rendre à Bismo, place de la République, boutique mythique de la micro-informatique que les geeks parisiens connaissent tous. Philippe de Rambure, l'un des vendeurs, parle de son projet à Hervé. Il envisage de monter une maison d'édition de jeux vidéo. Hervé est un peu dubitatif. On lui propose de faire des jeux vidéo et d'être rémunéré pour ça, de l'argent en programmant. Et puis je lui dis ok, comment ça marche? Alors, il montre un petit calepin avec plein de développeurs qu'il avait contactés comme ça dans le magasin. Pour lui, le magasin, c'était génial parce que ça permettait d'avoir des contacts avec tous les gens qui étaient un petit peu intéressés par ça. Et puis il y avait plein de développeurs qui étaient en train de développer des jeux pour lui. Je dis la concurrence va être sérieuse, il va falloir que je fasse quelque chose d'intéressant. Mais j'avais dans la tête déjà le secret de Kaipour. Le secret de Kaipour, le premier jeu commercialisé de Hervé, très inspiré de Indiana Jones et du jeu Time Zone sur Apple II. De mai à septembre, il a passé tout son temps, ses vacances sacrifiées, à travailler sur ce jeu. Je me rappelle qu'on était en Bretagne en vacances, j'avais mon Auric que j'avais emmené avec ma télé et tout. Et puis je travaillais chez moi, ma mère voulait que je sorte dehors. Alors j'avais installé dehors un parasol, une table dans le jardin pour pouvoir travailler avec un long câble qui m'amenait l'électricité, tu vois, pour pouvoir continuer. Donc c'est passé, si tu veux, tout cet été-là à fond la caisse à travailler sur ce projet-là. Quand, en septembre, Hervé revient pour présenter son jeu, Philippe lui avoue que Hervé est finalement le seul de tous les noms qu'il avait sur sa liste à être revenu avec un jeu terminé. Le temps de le débugger, de le peaufiner, il est commercial. That's kind of funny that he's the only one that showed up with a finished game. So he could have probably turned in something that wasn't that great, but he's the only one who did it. But it looks like he put a lot of time, effort into making something he really did want to make, which I thought was always great. And, you know, showed how dedicated he was at a young age. Commercialisé via cette toute jeune maison d'édition, France Logiciel. Ils dupliqueront le jeu, cassette par cassette, pour en produire 500 exemplaires. Tous seront vendus. Petit succès pour l'époque. Sauf que les technologies, les machines... And yeah, I mean, selling 500 copies of anything is pretty hard, like, if you're not established already. Like, you go out there and try and sell 500 copies of something, it's pretty difficult. So that is a small success, but not to be kind of just looked over, you know. 500 copies, still impressive.
Il évolue à une vitesse folle. L'Auric est déjà dépassé et c'est l'Amstrad CPC qui prend une place centrale sur le marché français. Philippe s'en procure un et demande à Hervé d'y programmer son prochain jeu. Hervé va à nouveau y passer des mois entiers pour produire ce qui sera le bagne de Nefaria. I like un his jeu art d'aventure style for his graphique games, totalement though. dans la continuité du Secret de Kaipour. Hervé réfléchit déjà à son prochain jeu. Et il y a un titre qui justement l'impressionne, et impressionne d'ailleurs à peu près tout le reste de la profession. Ultima de Richard Garriott, qui est habilement parvenu à retranscrire les règles des jeux de plateau style Donjons et Dragons en jeux vidéo. Hervé fait cette constatation, et les Ultima, les Wizardries, ça se trouve sur Apple II, allez potentiellement Commodore 64, mais sur Amstrad CPC, il n'y a pas encore grand chose de disponible du genre, et encore He saw moins a en gap in the français. market. Parce que dans l'idée, tu reprenais complètement la base du gameplay de Ultima. Oui, mais je veux le faire à ma manière en fait. Moi, je venais du jeu d'aventure. Ce que j'aimais dans l'Ultima, c'est cette liberté, mais ce que j'aimais pas, c'était que c'était très, on va le dire, abscon, si tu veux, avec des chiffres de partout. C'était des caractères, tu vois, il n'y avait pas vraiment d'image. Pour moi, ça me bloquait. Moi, j'avais envie d'images pour rêver un petit peu, pour donner un petit peu du rêve, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, je vais faire un mélange de jeu d'aventure et de RPG. Sauf que la toute jeune société France Oh. Logiciel ne s'en sort pas. Manque de trésorerie, manque de développeurs, manque de locaux pour pouvoir faire du stock quand ils dupliquent par plusieurs centaines d'exemplaires parfois un de leurs jeux. France Logiciel n'a pas les épaules. Philippe est contraint de fermer son entreprise. Hervé n'a plus d'éditeur, mais ça ne change en rien sa motivation. Il avance sur son jeu et via des contacts programmeurs, il apprend qu'un nouvel éditeur se trouve sur Créteil, en banlieue parisienne. Son nom, Ubisoft. Oh, Hervé wow, se rend he's dans le with but them de montrer at son a jeu very à un early des frères stage. Limo qui est tout de suite emballé, mais qui lui demande une chose, modifier son interface pour qu'elle colle avec celle de leur premier jeu qui était en développement, un certain Zombie de Yannick Cadin. On en a fait un vieil épisode avec Yannick si ça vous intéresse. Hervé abandonne donc les déplacements à la croix directionnelle et les actions à réaliser au clavier pour un menu déroulant. Il travaille comme un fou sur son jeu. J'avais 2 Amstrad à la maison, qui étaient prêtés par Ubisoft. J'avais un Amstrad noir et vert, c'est écran vert pour le code. Et j'avais un Amstrad avec une télécouleur pour les graphismes. Ils étaient à ma droite, à ma gauche. Et quand je passais au graphisme, changer d'Amstrad, c'était comme si je changeais d'esprit, en fait, tu vois. Je me mettais là, graphiste. Après, je me remettais à droite. Les graphismes étaient prêts. Je les envoyais sur une disquette où je pense que j'avais connecté les 2 Amstrad à un moment donné. Et je me remettais à mon code. Le fait que ça soit vert, noir et vert, l'écran, tu sais, monochrome, en fait, on va dire, parce que j'étais concentré sur le code. Et là, tu vois, je codais, etc. Donc, il y avait 2 esprits, en fait, tu vois. Et là, Hervé va m'expliquer 3 éléments. 3 éléments qui vont me permettre de comprendre pourquoi le jeu est aussi abominablement difficile. Premièrement, Ubisoft impose à Hervé que le jeu soit prêt pour les fêtes de Noël 1986. Il doit se dépêcher. Et vu That's the problem with a lot of these games. You always find out when you look in, you're like, what went wrong with a game? And you find out they're rushing towards a deadline. That seems to be a major factor in some issues with gaming, isn't it? l'ambition du projet, c'est clairement trop de boulot pour un seul homme. Ubisoft demande à un de ses musiciens en interne de composer une musique pour l'écran titre. Hervé ne se souvient plus du nom de ce compositeur qui a fait un superbe travail. Patrick Daher, graphiste qui travaille sur Zombie, vient prêter main forte aussi à Hervé pour boucler les derniers tableaux à réaliser. Deuxièmement, les 2 disquettes de jeu sont bourrées de données. Hervé m'a bien expliqué, c'est assez technique, moi-même j'ai du mal à bien tout comprendre, mais en gros, il réalise un formatage assez particulier de ces disquettes afin de rogner les gaps et augmenter le nombre d'octets disponibles par secteur. Et quand j'étais chez le dupliqueur, c'est moi qui étais chez le dupliqueur, hein. Je lui ai amené mon master et puis lui il a regardé, il a analysé si tu veux les signaux. Il avait une machine pour ça, il m'a dit non, ça passera pas. Quoi, ça passera pas? Il me dit ça passera pas sur 100% des machines des gens. Et donc il m'a dit il faut que tu reprennes ce formatage-là. Donc il m'a donné les informations et j'ai reformaté mes disquettes. Oh C'était peut-être un my. 19 décembre. On sortait le 24 quoi, comme ça tu vois. Et là, bah oui, mais reformater pour que ça passe partout, ça voulait dire moins de place sur les disquettes. Il fallait que j'enlève des images, du code, en urgence, tu vois. Hervé doit revenir de toute urgence à un formatage plus standard et donc supprimer des images et du code du jeu. Il ne dispose That que is de really quelques jours kinda pour faire close, cela. isn't it? Dans la précipitation, Hervé ne se souvient plus aujourd'hui ce qui a disparu de son jeu. Peut-être certains éléments clés à la compréhension du scénario ou des énigmes. Et puis donc, possiblement avec des bugs. Quand il est sorti, de toute façon, beaucoup de jeux étaient buggés parce qu'une fois que c'était dupliqué, là, c'était vraiment, si tu veux, on n'avait pas de patch, on n'avait pas de réseau, on n'avait rien. Donc, c'était vraiment croiser les doigts. On espérait que ça marchait sur le maximum de machines. Ah ouais, je comprends un peu mieux du coup. Karamoun m'avait expliqué la difficulté de trouver la meilleure version du jeu et
c'est maintenant un peu plus clair. Il existe des versions du jeu plus buggées que d'autres. La première And that's what I don't get is it supposedly was released on December 24th, Christmas Eve. Who's going out and buying games on Christmas Eve? Like, was it a big thing back then? Because normally I rarely go out on Christmas Eve because it's filled with tons of people. I guess, you know, stores are packed, but I guess like last minute Christmas shopping that you pick out for your kid, maybe that's the reason why, but I don't think many things get released on Christmas Eve. So very interesting release date. So maybe that's why. Maybe it's actually genius what they did. But I mean, rushing the game, whereas if you push it back a bit more, you know, it could have resolved a lot of the issues. fournée de Fer et Flamme, qui sort pour Noël 1986, contient pas mal de bugs. Hervé en a corrigé autant que possible, et quand il réédite le jeu en faisant de nouvelles duplications, celle-ci tourne un peu mieux. Et idem pour la duplication suivante. Sachez donc qu'en vous procurant aujourd'hui un jeu Fer et Flamme, impossible de savoir de quel tirage il s'agit et si vous disposez d'une version particulièrement buggée ou non. Oh, you just have to hope. Et ouais, justement, on sait que les jeux de l'époque devaient être difficiles pour le challenge, la durée de vie, tout ça, mais toi, de ton côté, ça, c'était parfaitement conscient que... Justement, si tu veux, alors, il faut dire qu'à l'époque, en tout cas pour les jeux d'aventure, la manière dont les éditeurs fonctionnaient comme Ubisoft, c'était qu'en fait, il y avait de la publicité pour les jeux. On sortait le jeu, et pour raviver le jeu, on écrivait des articles. Il y avait la possibilité d'avoir un article peut-être 6 mois plus tard, où on publiait la solution. Tu vois, ce qui relançait des ventes, les gens voient l'article, disent ah, on peut y jouer, et puis justement, il y a des trucs, on se demande à quoi ça sert. Par exemple, à l'ouest, t'as l'apprenti d'un magicien avec une feuille et des trucs à noter dessus, mais l'indice, il semble indéchiffrable. Et je pense que c'est juste pour peut-être perdre les joueurs, c'est juste illustratif, peut-être, tu vois, ce genre de choses, que les gens se creusent la tête, mais que c'est pas par là qu'il faut passer, en fait. Peut-être ce genre de choses, tu vois. Une espèce de piège. Je m'excuse, vraiment, c'était vraiment pas gentil, okay. Probablement. I was a bit confused by that in the video. C'est notre troisième élément. Hervé a carrément mis dans son jeu de fausses pistes, de faux indices pour le rendre encore plus difficile qu'il ne l'était déjà. Enfin, le dernier élément, celui que je trouve le plus intéressant, parce que je l'avais pas vu venir, Hervé me rappelle, milieu des années 80, les jeux sont piratés à tout va. Déjà pour en faire des copies, dans le but de les revendre illégalement, ou plus simplement enfiler à tous ses potes. Je me rappelle de Yves Guillemot qui m'avait dit, avec grande fierté, on a vendu 10 000 du jeu. Regarde, on a vendu 10 000 jeux, c'est incroyable. That is a Il lot. me dit, Hervé, rends-toi compte qu'il y a autant qui a été piraté. Il y en a peut-être probablement 20 000 qui circulent dans la nature. 20 000 qui circulent en tout, il y a 10 000 qui circulent dans la nature. Donc c'est 10 000 jeux, 10 000 opportunités qui ont pas été vendues. Parce que le piratage, c'était quelque chose que tu avais en tête pendant le développement. Mais c'est ça, donc si tu veux, il y a toute cette question-là de se dire comment ton jeu va durer un minimum de temps pour que, en sachant que les gens ont accès au code, ils vont trouver des solutions, ils vont le pirater. Et puis c'est correct, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais comment est-ce qu'on joue avec ça? Tu vois, cache-cache un petit peu, jeu du chat à la souris, avec tout ça pour arriver à ce que dire que ton jeu puisse se vendre et que tu as un petit peu d'argent pour faire le prochain, tout simplement. Tu vois. C'est dingue ça, et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le jeu, il nous paraît quasi infinissable. Oui, complètement. Des fois, je me disais, je peux pas dire que je peux pas prétendre que c'était une idée géniale. Tu vois. Peut-être que c'était une idée terrible. Tu vois. Mais on pensait à ça, on essayait de complexifier, que le jeu dure le plus longtemps possible, qu'on se le fasse pas pirater en une semaine et que les ventes s'écroulent au bout d'une semaine. On trouvait des solutions comme on pouvait. Comme il n'y avait aucune protection qui tenait. I mean, that's kind of cette fois-ci, smart, j'ai bien peur but... qu'Hervé ait poussé le curseur de la difficulté un peu trop loin avec de terribles énigmes, des combats bien hard qui font que personne à l'époque ne semble avoir vu le bout du jeu. Hervé développera une suite, l'anneau de Zangara, en revenant à ses premiers amours, le jeu d'aventure. Le côté RPG est quelque peu laissé de côté pour une expérience finalement plus fluide, mieux maîtrisée. Puis les BAT débarqueront sur Amiga et Atari ST. Il y en a eu 2 épisodes, des point and click super originaux qui ont marqué les joueurs de l'époque, et toujours édités par Ubisoft, le plus grand succès à ce jour de Hervé. Installé aujourd'hui au Québec, avec Olivier Cordoléani, co-auteur du jeu, il pense développer un remake de BAT. Il y a un site où vous pouvez les aider en répondant à quelques questions à ce sujet. Je vous mets le lien dans la description. J'ai remercié Hervé pour son temps et sa disponibilité. Son témoignage est précieux et je suis heureux d'avoir pu vous le partager. Avec Monsieur Pichon, on a poursuivi notre aventure. Et yeah, that really was a great interview, just learning more about his thought process about making the game, him putting some red herrings in there, which can be kind of annoying, but sort of genius the way they stretch out the length of the game. I mean, to stop it from getting pirated, that's kind of smart, but I do also think for the people who actually bought the game
and he made it really hard to beat. They probably gave up after a little while. So I think he was trying to do something clever. I don't know if it panned out, but I mean, it sold quite well though. 10,000 copies, although a lot of people did pirate it. 10,000 copies is pretty impressive. Malgré tout ce que nous a raconté Hervé, on n'est pas beaucoup plus avancé. On se balade dans Culinte. On remarque bien sûr des choses, mais par exemple, il existe un grand marais avec des arbres morts. On peut s'y balader, mais c'est à peu près tout. On a trouvé un oasis dans le désert de l'Ouest. C'est pas mortel ça, sauf que c'est juste décoratif. Un truc un peu plus sympa. Ici, si on prend la peine d'aller jusqu'au ponton, on entre dans un lieu. Après avoir changé de disquette, on peut traverser la rive et se rendre chez un vieil ermite qui vit tout seul et refuse de nous adresser la parole. Voilà. Avec Monsieur Pichon, on sait finalement plus vraiment quoi faire et... Si vous me demandiez, je vous dirais que oui, bien sûr que je trouve ça super intéressant, passionnant même, c'est juste que je commence à douter de la destination. Où est-ce que je vais avec cette vidéo ? J'ai un peu laissé le sujet de côté. Quelques semaines se sont écoulées, alors qu'avec Arnaud et Sylvain, on préparait une vidéo. C'est la même interface que dans le 1, mais ça s'appelle pas Mario Picross. Enfin, ça s'appelle Picross 2. Juste Picross, et pas Mario. Oh. Mais pourquoi on s'en fout? Mais c'est On s'en fout parce qu'on s'en fout, mais il y a des exemples plus non, mais c'est importants étonnant. dans la vie. Après, c'est peut-être comme Golf, hein, parce que Golf, il y a Mario, mais il n'y a pas écrit Mario Golf. Mario Golf, il est arrivé juste après, sur la Game Boy Color. Écoute, ça vaut vite vendre 2 fois la cartouche, donc du coup, ils ont non, mis le mais même c'est jeu 2 pas fois, la sauf qu'il y en a un qui s'appelle Golf. Wow, Fred's being really supportive here. Mais pourquoi ils enlèvent Mario, des fois ils mettent Mario? Ok, t'as son contact? C'est quoi, c'est Discord? Ouais, j'ai échangé un peu avec lui, je peux lui demander s'il a un peu de temps. Ok, alors, disons que j'essaie de me mettre à ta place. Je suis un peu toqué avec les vieux jeux, obsessionnel, début de calvitie, j'ai une chaîne YouTube qui marche pas trop. Non, ça va. Bon, ok, alors, si je devais parler de ce jeu, voilà comment je commencerais. On est en 2017. Il y a un mec, Karamoun, qui poste un message sur le forum du site Abandonware France. Il a besoin d'aide pour terminer son jeu d'enfant. Oui, j'en ai parlé de ça. Yeah. Mais... T'as lu tous les échanges? Non, parce qu'en 1986, ce forum, il n'existait pas. Et moi, ce que je veux, c'est me remettre dans le contexte de l'époque. Voilà ce qui se passe sur ce forum. Plusieurs personnes mobilisent leurs souvenirs pour tenter d'aider Karamoun. Deux d'entre eux vont particulièrement s'investir, un certain Ragdi et surtout GT400. Le mec, il a épluché une tonne de magazines de l'époque pour trouver dans les petites annonces le moyen de... Ça aussi, j'en ai parlé. Je suis moi-même allé fouiller dans les archives qu'il a indiquées. J'en ai pas spécialement plus appris. Oh, Karamoun est dispo? Ah bah vas-y, je lance l'émulateur. L'émulateur? Je veux pas d'émulateur, c'est censé être un principe fondamental de mon émission. En gros, moi... Oui, bah t'avais aussi dit que tu voulais pas doper, hein. Oh wait, Edward initially funded his channel solely through crowdfunding. He was reluctant to take sponsors until season 4 when funds ran low. Fred convinced him during a talk show that viewers would support it, leading to his current hybrid funding model. Yeah, I think sponsors, as long as you're not promoting something you obviously are against, like... let's say you're against gambling and you do a gambling sponsor and you sell out, I feel like sponsors are fine. That's kind of my opinion, but obviously let me know your thoughts about that in the comment section below. D'accord, bon c'était peut-être un petit peu en dessous de la zazure. Le but, c'est de replonger dans le contexte de l'époque, mais Karamoun est de nouveau dispo. Un immense merci à lui, on l'embête pour une malheureuse vidéo qui verra peut-être jamais le jour. J'en ai profité pour lui demander. Toi Arnaud, quand t'as fait ton périple sur le jeu tout là, t'étais aussi sur émulateur? Mais oui, je jouais sur... Alors, c'est ça, l'émulation, ça simplifie la vie, mais vraiment, on a un confort. Mais vraiment, un confort pour I jouer. agree with that. L'émulateur d'un côté, les disquettes virtuelles de l'autre. C'est un vrai confort de jeu qu'on n'avait pas à l'époque. Et on n'a pas besoin de jouer au grille-pain, comme on disait à l'époque, pour changer de disquette toutes les 2 secondes, parce que c'était sur 4 faces, donc il fallait changer les faces. Oh, so that's why he did it on the emulator. Personally, I'm a fan of emulation. I just feel like it's a great medium and sometimes the best way to play a certain type of game. But I do also kind of agree there is something about playing the authentic experience. So I can see both sides, but there are some games where, you know, just fire up the emulator and play it. So I do agree on both sides on this one. Régulièrement. Bon, oui, si Karamoun l'avait lui-même fait via l'émulateur, après tout, on pouvait nous aussi
Faut peut-être que je vous explique, qu'est-ce qu'un émulateur? C'est tout simplement un logiciel que vous téléchargez sur votre PC qui reproduit le comportement de la machine souhaitée. Ici, en l'occurrence, le logiciel Capril 64 reproduit un Amstrad CPC. Et c'est vrai que si on perd l'expérience originale, ce n'est que de la reproduction, force est d'admettre que c'est nettement plus pratique. On a une image en HD, on peut accélérer la vitesse de jeu, parfait pour les moments de grind. On sauvegarde et on recharge quand on veut, et surtout, on a ce petit truc qu'on peut cocher fast. Oh, I should know that about emulation. Chargement, ça devient hyper fluide. C'est plaisant. Karamoun nous conseille de s'aider de son guide pour progresser. Encore une fois, je suis pas spécialement pour les solutions de jeu publiées 30 ans plus tard, mais il s'est quand même fait chier à réaliser une superbe carte du jeu, 1000 fois plus précise que ce truc dessiné dans le 37e numéro d'Amstrad Magazine. Mais surtout à cet égard-là, parce qu'effectivement, je me suis peut-être pas bien débrouillé, c'est fait sous, pas du Paint, mais un équivalent Paint, quoi. J'allais de zone en zone, je faisais Alt imprime écran, je la mettais dans mon image qui à la fin a fait. This guy is a genius. 4000 par 4000, ça commence à être une belle image. That is so clever. Et surtout, la problématique qu'il y avait, c'est que les raccords n'étaient pas tout à fait bons. Avec les jeux d'Amstrad d'origine, on s'en apercevait pas. Parce qu'il n'y avait pas de scrolling, la version d'Amstrad, on passait d'une zone à une autre zone. Mais quand on mettait tout ensemble, on se rendait compte que, par exemple, les rivières, elles tombaient pas en face, ou les terrains tombaient un petit peu à côté. Du coup, j'avais fait un petit peu d'artistique. Ça ne dénature pas du tout le déroulement du jeu, le fait de s'y repérer. Mais ça donnait une carte qui était visuellement cohérente, voilà. Surtout que Karamoun a aussi dû s'embêter à gommer tous les ennemis, son sprite à chacune de ses captures et faire un joli quadrillage à noter. Il nous indique que ça lui a pris pas mal de temps. Mais sait-on jamais, si l'un de vous souhaite se lancer un jour dans Fer et Flamme, disposer de cette carte complète de Tulinte est quand même assez indispensable. C'est GT400, toujours lui, le petit bidouilleur qui va s'amuser à aller fouiner dans le code du jeu dans l'espoir d'y dénicher des informations qui permettraient à Karamoun de progresser. Alors bien sûr, c'est en langage basique, ce qui n'aide pas vraiment à comprendre quoi que ce soit, mais il y a aussi un fichier texte pour inscrire tous les dialogues du jeu. Dans celui-ci, il trouve la liste entière des items du jeu. Au-delà du fait qu'il y en a plein qui semblent servir strictement à rien, typiquement tous les trucs inutiles que tu peux acheter dans les boutiques, certains sont quand même intéressants. Les fameux 5 rubis de Tanaris, mais aussi le collier éternel, le bâton de Golanur et surtout l'épée d'Enos. Où se trouvent ces objets? On n'a aucune indication là-dessus, mais on a l'agréable sensation d'avancer. Quoi? Non, rien. Non, mais vas-y, continue. Moi, je continue d'avancer de mon côté sur le jeu, là, pendant que tu fais tes trucs. Ok. Et Arnaud, du coup, comment vous avanciez, vous, sur le jeu? C'était avec le guide que vous faisiez ça? J'ai pas en tête les énigmes très clairement. On était parti sur une logique assez systémique qui était de fouiller. De tout fouiller. On avait connaissance des objets, on avait la liste des objets, on savait qu'il nous manquait des objets, on avait peut-être dû lire dans le manuel ou dans quelques informations qu'il existait un bâton, une épée, et on s'est dit, le seul moyen de faire, on ne sait pas où c'est, il n'y a pas d'informations, il faut y aller, il faut fouiller systématiquement. Tout est salle du jeu. Ouais, l'équipe a pas trop le choix, faut bien se retrousser les manches et y aller à la dure. Mais GT400 et Karamoun se divisent la carte en deux, chacun fouillera sa partie. Et là, faut que je vous détaille ce que ça représente. Voilà ce qu'on pourrait appeler un tableau du monde de Tulinte. Vous voyez, ça c'est un autre tableau. Un tableau, c'est composé de 5 par 5, un quadrillage de 25 carrés. Ces carrés sont eux-mêmes composés de 4 cases par 4 cases, soit 16 cases par carré. Donc 400 cases par tableau. Comme le monde de Tulinte est composé de 100 tableaux, il y a en tout et pour tout 40 000 cases à fouiller sur cette map. Parce que oui, je pense pas avoir pris le temps de l'expliquer, si on a une icône pour fouiller chaque décor des villes et donjons, cette icône, elle fonctionne aussi parfaitement sur la world map. Si on veut donc tout fouiller, ça représente 40 000 putains de cases, yeah. Sans compter que t'es pas tranquille sur la carte, il y a des monstres qui viennent constamment t'emmerder. Le genre de tâche fastidieuse qui peut te prendre des semaines à réaliser. And to not lose track. Pas tout faire, ça paraît évident, mais ils s'y mettent quand même, en se focalisant sur les lieux qui semblent les plus propices à dénicher quelque chose. Et cela va les mener à plusieurs découvertes. La première d'entre elles, c'est chez le magicien du Nord. Et là, on retrouve vraiment le côté jeu d'aventure. Quand on lui fait face, il n'y a qu'une seule option qui est la bonne. Il faut le menacer. C'est ainsi que, prenant peur, il nous offre le collier éternel en nous expliquant sa fonction. Oh, on a enfin une information! Voici un gage de ma bonne volonté. Ce collier, une fois lié au pouvoir de Tanaris, vous protégera de Khal.
On a un collier capable apparemment de nous protéger du grand méchant final. Mais c'est pas fini. Vers le sud de la carte, par ici, Caramoun trouve, fallait le voir, une petite grotte secrète, cachée. Ouais, il y a un oracle qui s'y trouve. Le design en jette, franchement. Ouais, mais sauf qu'il sert à rien du tout, le type. Il dit qu'il accepte de nous aider contre 50 pièces, mais il nous sort que des phrases à la con, style la mort vous guette » ou alors vous chaverez l'équilibre. Et on est où, là? Dans un resto chinois? Je t'ai pas dit, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec l'auteur du jeu et il y a possibilité qu'il y ait des choses qui aient été retirées en toute fin de développement et aussi, il a donné quelques fausses pistes. En gros, il y a des éléments qui donnent l'illusion de servir à quelque chose, mais ça sert à rien. Mais c'est une idée de con. C'est une autre époque. C'est une époque de con. Ouais, Caramoun est ravi d'avoir découvert quelque chose de nouveau, mais ça s'avère totalement inutile à la progression. En poursuivant ses recherches, il finit par trouver 2 items importants. Dans la ville du bourg des saisons. Là encore, c'est un peu vache. Moi, j'avais pas compris qu'on pouvait faire ça, mais avec l'icône entrée, on peut pénétrer dans certaines maisons. Ouais, et fouiller à l'intérieur. C'est dans l'une d'elles que se trouve un rubis de Tanaris mentionné par le fameux LUI dans l'Amstrad Magazine. 2 rubis sur 5. Caramoun trouve aussi un luth, un instrument de musique qui est bien nommé dans les fichiers du jeu, mais personne ne sait à quoi ça sert. C'est GT400 qui va faire la découverte suivante. Alors qu'il fouille la partie ouest de Tulinte, vous savez là où il y a l'immense désert avec l'oasis complètement inutile, GT400 qui a décidément une patience de tous les instants, entreprend la fastidieuse recherche case par case. Et voilà ce qu'il finit par trouver. Sur une case, il est précisé une sculpture de Tanaris. Alors ouais, c'est un sacré indice, mais franchement, quel joueur de l'époque s'est baladé dans cette immense zone et a eu la chance de tomber pile poil très précisément sur cette case pour obtenir cette information. GT400 utilise l'icône cherchée et bingo, le 3e rubis de Tanaris perdu au beau milieu du désert. À quoi nous servent ces foutus rubis qui semblent éparpillés partout dans Tulinte? Pour le moment, GT400 ne le savent pas. Ce qu'ils savent en revanche, c'est où seraient cachés les 2 derniers. Et lui, il indique dans sa réponse pour Antoine dans le numéro 31 de l'Amstrad Magazine. 2 dans la citadelle de Cal après avoir tué Gork. Sauf que la citadelle, on peut pas entrer dedans. Je rappelle qu'il y a 2 golems méga balèzes qui montent la garde. Caramoun change son fusil d'épaule. Pour tenter de venir à bout de ses golems, il va grinder son guerrier comme jamais. Grâce aux outils de l'émulation, notamment accélérer ses phases de jeu qui sont particulièrement longues, il enchaîne les combats, multiplie l'acquisition des points d'expérience à tel point que son personnage finit par passer niveau 3. Ouais, oubliez votre lecture actuelle de la montée de niveau, ça a pas grand sens d'en fer et flamme. Il y a que 3 niveaux sans mériter des points d'expérience qui déterminent à eux seuls votre force, dextérité, etc. Enfin, sans l'aide de l'émulation, ça aurait été une entreprise quasi impossible à réaliser. Mais donc, une fois son personnage assez expérimenté, Caramoun engage le combat face au golem. Et, surprise, il en sort victorieux. Il se demande s'il n'est pas le tout premier homme, en dehors de ceux qui avaient piraté le jeu, à pénétrer dans la citadelle, dans ce qui est censé être le donjon final. Il trouve le troll Grok, qu'avec son niveau, il bute sans aucune difficulté. La citadelle est assez grande, pas mal de salles à fouiller. Dans l'une d'entre elles se trouve un coffre contenant un rubis de Tanaris 4. Et wow, we're actually making a lot of progress here. Caramoun cherche. Il cherche partout. Il cartographie la citadelle, appuie partout sur l'icône chercher, mais aucune trace du dernier rubis de Tanaris. Est-ce que le fameux LUI s'est gouré? Il précise qu'il y a 2 rubis dans la citadelle. Ce serait une mauvaise information? C'est une possibilité que n'exclut ni GT400 ni Caramoun, mais cela signifierait qu'ils n'ont aucune information sur la localisation de ce dernier rubis. Oh, that's also a great point. Is you don't know if the stuff people were publishing in these forums and magazines back in the day are legit information. You have to take their word on it. Oh, so are there really 2 there, or is it just the one? Surtout que dans la citadelle se trouve le grand méchant, un Cal, qui malgré l'expérience du guerrier de Caramoun, balance direct un sort qui affaiblit drastiquement tous ses personnages, rendant l'affrontement perdu d'avance. Ça commence à devenir un peu décourageant. Quand Caramoun, avec l'aide des autres joueurs sur forum, découvre quelque chose, parvient à progresser, systématiquement, un nouvel obstacle se dresse face à lui. C'est frustrant. Et n'allons pas nous le cacher, également quelque peu exaltant. La sensation d'être proche du but n'a jamais été aussi palpable. On aurait bien aimé éviter cette galère, mais pas le choix, faut se remettre à fouiller. Tout, partout, tout en étant embêté par les ennemis sur la carte, qui nous contraignent dans nos recherches, par les PNJ dans les villages, qui nous interrompent sans cesse pour nous adresser la parole et qui n'ont strictement rien d'intéressant à nous dire. Lui là, je lui demande s'il a des informations, il me répond « Vous êtes gentil ».
Caramoun en profite pour essayer autre chose. Un peu façon point and click. Quand vous êtes bloqué et que vous finissez désespérément par interagir au hasard avec des items de votre inventaire sur le décor et les personnages dans l'espoir de déverrouiller quelque chose, c'est précisément ce que se met à faire Caramoun. Et il va faire une surprenante découverte avec l'ermite, ce drôle de personnage qui refuse de nous adresser la parole. En lui donnant des objets au hasard, c'est avec le luth trouvé dans le village du bourg des saisons que quelque chose se produit. Of course. Et à un moment donné, il parle, il te dit il faut trouver les rubis, etc. Donc c'est la seule quête secondaire. Donc il y a une quête secondaire dans le jeu, c'est la seule qui est, en tout cas que j'ai trouvée, et qui déclenche une information. Donc là, c'était vraiment sympa. Là, ça faisait vraiment avancer un petit peu l'histoire. Là, on fait quelque chose, il y a une interaction, et le jeu te récompense en donnant un indice. C'était vraiment sympa. Finally a clue, finally. Vous voyez un peu le délire. Le jeu est tellement avare en indices, les gratifications sont tellement rares que la moindre petite interaction avec un simple PNJ apporte une véritable satisfaction. Enfin donc, ce qui compte, c'est qu'une fois le luth rendu, Caramoun obtient un indice de taille. Les rubis de Tanaris sont comme les doigts de la main. Séparés, ils ne servent à rien. Ensemble, ils protégeront vos vies. Mais oui, les rubis de Tanaris au nombre de 5, les 5 doigts de la main, et associés au collier éternel donné par le magicien du Nord, ce sont eux qui protégeront nos personnages du sort de Khal. Et maintenant qu'on y pense, dans le livre du palais de Dord, la quinte des rubis de Tanaris se réunira. La quinte, oui, c'est 5. Il y a 5 rubis à trouver, ce qui représente peut-être finalement la principale quête du jeu. Résumons. Pour vaincre Khal, il faut se protéger du sort qui nous balance. Pour ça, il faut avoir en notre possession les 5 rubis de Tanaris ainsi que le collier éternel. On est presque parvenu à réunir l'ensemble, il ne nous manque plus qu'un seul rubis. Si on en croit ce fameux LUI, le dernier se trouverait dans la citadelle, puisqu'il est censé y en avoir 2 et qu'on n'en a trouvé qu'un seul. Oh, so maybe use some items in the citadelle de fond en comble. Et vous vous souvenez quand Hervé nous a dit qu'il avait un petit peu joué au jeu du chat et de la souris avec les joueurs ? Vous allez comprendre. Alors que Caramoun entame une seconde session de recherche et qu'il refouille toutes les salles de cette citadelle, il trouve dans le coffre à l'étage un rubis. Sauf que il a déjà récupéré ce rubis. Qu'est-ce que... il observe dans son inventaire et... Quoi ? Les 5 rubis sont en sa possession. Les 2 rubis de Tanaris de la citadelle de Khal. I mean, yeah, he definitely was trolling in some parts of the game. He put both the rubies in the same place because you'd think, I got the one, just go on with your day. So, that kind of is genius. Sont cachés au même endroit. Il fallait fouiller à 2 reprises sur le même tableau pour les trouver tous les 2 dans le coffre. Le truc vache. Mais enfin... il y a les 5 rubis en sa possession, Caramoun s'en va défier Khal. Ouais, les rubis associés au collier éternel le protègent de son sortilège. Il peut mener son affrontement. Et un texte le félicite en lui indiquant qu'il n'en pas la légende et que les légendes sont éternelles. Voilà à quoi faisait face Caramoun. Cette image, il avait atteint son objectif, terminé. This guy is a legend for doing this. Tout était donc parfait. Mais pas véritablement. Et comment on se sent à ce moment-là ? Satisfaction totale, envie de sauter par la fenêtre ? Ah non, pas du tout. Je suis content, j'ai fini le jeu, ça y est, 30 ans sont passés, je vois la fin du jeu, bon. Mais là, non, j'ai fini, mais là, il me manque trop de trucs, là. On est tous bien lancés, on est tous une petite communauté de 3-4 personnes qui jouent. Puis on avait tous envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Il manquait des objets, il y avait certaines choses, Yeah, see, he kind of finished the main storyline, he saw the end of it, he wants to find every detail, and I love the community these guys have come together to find everything about this game, which is a game from their childhood, which I find is just amazing. Just the spirit of stuff like this, I always find stuff like this really inspiring. It's just cool to see, like, it just puts a smile on your face, don't it? Éléments qui manquaient. C'est vrai. Rappelons que Caramoun a un peu triché à l'aide de l'émulation en boostant son guerrier au-delà du raisonnable. Et il y a particulièrement 3 objets indiqués dans le fichier texte du jeu qui sembleraient assez essentiels et que nos joueurs ne sont pas parvenus à trouver. Le cristal noir, le bâton de Galamur et surtout l'épée de Déinos. À ce moment-là, certains d'entre vous se demandent peut-être comment un joueur de l'époque, qui n'était pas bidouilleur et qui n'allait pas analyser le programme du jeu, comment il était censé savoir qu'il lui manquait des objets essentiels à sa quête. Moi, pour être parfaitement honnête, à part en les trouvant un peu par hasard, il n'y a aucun moyen de savoir in-game que ces objets existent et qu'on en a besoin. Il y a simplement
un indice, et encore c'est vraiment pas clair, hein, qui se trouve dans la notice du jeu. C'est noyé à travers tout un tas d'infos, bon courage pour comprendre le truc. Si les 5 premières pages sont consacrées à l'histoire du jeu, on a 5 autres pages en fin de notice qui sont elles consacrées au lore global de Tulinte. Moi-même, j'ai dû lire le truc à plusieurs reprises pour comprendre où ça voulait en venir. On a des histoires sur d'anciennes divinités, d'anciennes batailles détaillées, et il y a un paragraphe, je vous en lis un tout petit extrait. Lorsque le soleil était à son zénith, ils se rassemblaient autour de l'observatoire. Le grand prêtre pénétrait dans l'enceinte et au-dessus flottait une épée à 2 lames. Un rayon de soleil transperçait le cristal noir, puis le bâton devenait incandescent et 3 faisceaux lumineux jaillissaient et frappaient simultanément l'observatoire en 3 endroits différents. Avec le fichier texte du jeu, on peut comprendre qu'il doit s'agir de l'épée d'Einos, qui se trouverait donc à l'observatoire et qu'on aurait besoin du bâton et du cristal noir pour nous ouvrir un passage. Bon, mais il faut trouver ces objets. I mean, that makes sense when it's isolated like that. But if you're reading all the text all together, it probably wouldn't stand out to you, right? At least it wouldn't really to me. Et c'est reparti pour les recherches. Caramoun et GT400 fouillent. Il fouille, et il fouille toujours plus loin dans le jeu. Il tente des combinaisons d'objets improbables, il se procure des items dans les boutiques, voir s'il n'y a pas quelque chose à en faire. Tout est passé au peigne fin, mais rien ne semble mener nulle part. Caramoun, qui se balade toujours à chercher de case en case, finit par avoir un temps de chargement et la machine qui lui demande de changer de disquette. Comme on est sur émulateur, ça se fait rapidement, le temps de sélectionner la phase 4 demandée, on se retrouve chez le magicien de l'Est. Sauf que, contrairement aux autres, sa maison à lui, elle est pas visible sur la map, il y a rien. Est-ce que c'est un oubli de design de la part de Hervé? Un bug? C'est super étrange, mais le magicien de l'Est, faut avoir un coup de peau pas possible pour tomber dessus. Et au premier abord, il semble lui aussi parfaitement inutile. Il dit qu'il nous attendait, mais il nous révèle rien du tout. On serait tenté d'abandonner et de partir, sauf si on prend le temps d'observer l'échelle qui se trouve derrière lui. Caramoun fait défiler ses icônes pour sélectionner monter d'un étage et une pièce qu'idem personne n'a jamais mentionné nulle part. Est-ce que quelqu'un a déjà visité cette salle? Possible que non. Caramoun sélectionne l'icône chercher et trouve le cristal noir. De son côté, GT400 avance également, en se focalisant sur la fameuse carte du 37e niveau. One down, 2 more to go. On y revient. Il y a peu d'indications, certes, mais il y en a quand même. Ici, le fameux bâton de Calamure. Si la carte dit vrai, celui-ci se trouverait au nord-est de Tulinte. GT400 est clairement le plus patient des deux compères. Il se met une nouvelle fois, bien que l'entreprise soit d'un ennui mortel, à fouiller toute cette partie de la carte. Case par case. Et il finit par tomber dessus. Le 7 avril 2017, il annonce sa trouvaille sur le forum. Et 2 heures plus tard, Caramoun lui répond. Bravo, parce que pour les trouver, ceux-là, fallait en plus fouiller sans avoir d'indication. T'y as passé combien de temps? Le bâton et le cristal en main, ils ont de quoi, comme indiqué dans le manuel, foncer à l'observatoire et obtenir l'épée, mais rien ne se passe. Caramoun écrit sur le forum. J'ai bien récupéré le bâton et le cristal, je suis allé dans la salle de l'observatoire et je suis coincé, comme toi. J'ai posé sur le sol le bâton et le cristal noir. J'ai un magicien dans le groupe à qui j'ai donné les 2 objets, mais rien ne se passe. Comme toujours, on sait pas si on fait mal une action ou si le jeu est buggé. Bon, ceci dit, on a tous les éléments pour terminer le jeu maintenant. Ça, vous en étiez assuré, que l'épée se trouvait dans l'observatoire? Ça semblait évident que c'était là. Il semblait qu'il y avait un truc là-dedans. Le temple, on dit c'est bon, c'est là. Et le nom du temple porte le nom de l'épée, mais il y a une porte fermée. Il y a forcément quelque chose derrière cette porte. On sait qu'il y a quelque chose, mais moi, je ne savais pas quoi faire. Tout le monde s'est mis à se creuser les méninges, à fouiller dans le code, à fouiller dans le manuel. Enfin, tout le monde s'est mis à chercher partout. Tous les éléments récoltés, indices, items, mènent précisément à l'observatoire, à cet étrange endroit qui semble condamner un accès. Que faire? C'est frustrant parce que personne ne sait s'il s'agit d'une mauvaise manipulation, d'un personnage précis de l'équipe qui doit réaliser l'action, d'un objet manquant. D'où vient le problème? Pourquoi, alors qu'on dispose du bâton et du cristal, la porte ne s'ouvre-t-elle pas? GT400, sur le forum, commence à s'impatienter. C'est tout de même assez mal fichu, on sait jamais clairement comment utiliser les objets. En tout cas, la crypte contenant l'épée existe bel et bien. Celui apparaît en ASC2 quand on scrute les fichiers .disque du jeu. La salle de l'épée d'Einos. On a aussi dans un des fichiers en basique la description de ce qui se passe quand on fait ce qu'il faut. 3 rayons de lumière jaillissent du bâton, plus une porte s'entrouvre. Je me demande s'il serait possible de pouvoir comprendre via le fichier basique correspondant à Z17 disque 4.txt quelles conditions doivent être remplies pour que cette portion du jeu se déroule.
la question est pertinente, hein. Les fichiers du jeu pourraient-ils leur apporter la solution? Ragdi, on a très peu parlé de lui, mais il participe aux discussions, hein, se met à fouiner dans le code du jeu correspondant à cette section. Et voilà ce qu'il trouve. Bon courage pour déchiffrer ça. D'ailleurs, Ragdi ironise en indiquant... Yeah, like... if peak, bands peak, free and peak, bands hour 12 and right. Yeah, makes no sense to me. I don't know how people go in the code and find out things like this. Ragdi ironise en indiquant... Avouez que ça aide beaucoup. Sauf que Ragdi analyse tout ça, hein, à la recherche d'un potentiel indice, et il se pose une question qu'il formule quelques minutes plus tard sur le forum. Et HR égale 12, ça ressemble pas à midi ou minuit, ça? Oh, so you gotta go at the right time. 12. Cela signifierait-il heure égale 12 en pleine nuit, précisément à 2h47 du matin sur le forum? GT400 tente la manipulation et indique... Merci Ragdi, c'était bien ça. Faut donc aller dans la salle de l'observatoire entre midi et 13h, poser le bâton et le cristal et... hop. Ah bah là c'est la révélation, c'est tout bête, hein. C'est juste quelques pixels qui s'affichent à l'écran, mais même sur le forum je dis bah, bravo les gars, sont présentés, j'avais conscience que tout seul, je pouvais pas la trouver, je n'avais pas idée du tout comment m'y prendre, ça me venait même pas à l'esprit. Et là en discutant avec ceux du forum, It's always something simple that you never think of, isn't it? L'histoire d'heure, ça semble cohérent. Et je lance, et là encore, t'entends un changement de disquette, tu dis, ça y est, c'est bon, on a trouvé, c'est bon, c'est ça, c'était bien ça. Les gars, ils ont trouvé la solution, ils avaient raison. Et l'épée apparaît et dit, ben là, c'est le petit bonheur du jour, quoi, c'est pas grand chose, c'est... Que je vous explique. Il y a un système d'heures dans le jeu. Ouais, les minutes et les heures défilent in-game. J'en ai pas parlé parce que ça a quasi aucun impact sur le gameplay. Il n'y a pas d'alternance jour-nuit, rien de tout ça. Tout juste ce qui peut se passer, c'est que certaines boutiques sont fermées à certaines heures. Pourtant, cet horaire a bien une fonction essentielle au cours de l'aventure. Déposer le bâton et le cristal à l'observatoire à midi pour ouvrir le passage. Ouais, vous vous souvenez du texte dans le manuel? Il y a une phrase, qui nous révélait l'indice. Lorsque le soleil était à son zénith, il se rassemblait autour de l'observatoire. Si vous ne prêtez pas attention à cette petite information noyée à travers ce long texte, vous loupez l'énigme de l'observatoire. Avec Joueur du Grenier, on a donc suivi pas à pas, et en accéléré, le parcours réalisé par Caramoun et ses compères, jusqu'à trouver l'épée d'Einos. L'arme démultiplie notre force et elle est censée être indispensable pour vaincre les deux golems qui gardent l'entrée de la citadelle. C'est à ce moment qu'on peut trouver à l'intérieur les 2 derniers rubis de Tanaris cachés au même endroit, et se présenter face à Cal, avec l'épée en main, le collier éternel et les 5 rubis de Tanaris. Cal n'a aucune chance. On en vient à bout et on libère de son emprise les peuples de Tulinte, la fierté au cœur du périple mené en compagnie de nos 5 héros. Non, c'était vraiment sympa, c'était vraiment un bon moment de ma vie de des petits moments où on dit purée, la communauté elle est sympa, on est avec des gens qui partagent le même sens d'intérêt, qui sont agréables, qui sont sympas. Pas d'ambiguïté, on a tous le même objectif, on s'amuse bien et on a envie de faire un truc qu'on n'a pas réussi à faire il y a 30 ans. Puis voilà, et puis le plus beau, c'est qu'on y arrive. C'est ça qui est bien, c'est que finalement, on n'aurait jamais perdu notre temps, on aurait passé un bon moment, mais en plus, il y a une fin concrète. Il y avait un objectif, un moyen de le faire, des réalités. Yeah, like, it's such a great story, they came together as a community, they've solved this game that a lot of people over the years couldn't figure out how to do. They were combing through magazines, combing through the code, and they actually did it. Very impressive, I'd love to see that. Et une conclusion qui est positive. Et du coup, ça donne envie, ça donnait envie de le faire, ça donnait une satisfaction, et ça donne envie de faire un guide, finalement. Cette sensation qu'a éprouvée Caramoun, à notre manière, de façon plus modeste, c'est vrai, on s'y est pas autant investi, mais on l'a ressenti, Joueur du Grenier et moi, à notre tour. Mais il est temps de rendre à César ce qui appartient à César. J'ai volontairement été un peu provocateur tout à l'heure en comparant Fer et Flamme à l'illustre premier opus de The Legend of Zelda sorti la même année. Bien sûr que, dans les faits, c'est incomparable. Zelda, c'est Nintendo derrière, une firme qui a plusieurs années d'expérience, plusieurs pôles recherche et développement, tout un tas de programmeurs, graphistes, designers. Comment comparer ça avec un gamin de 19 ans qui réalise à lui tout seul un jeu d'une telle... I do agree with that actually, yeah. Compare Nintendo with like a team of people rather than like a 19-year-old kid making this game. And I mean, it does look
the artwork I do like. The art style I'm a big fan of. The gameplay is a bit like all the things at the bottom. Personally, I would find that kind of annoying, but for the time, it does have a charm to it. And if he did it by himself, that is extremely impressive, though. And like the deadline as well, he had to rush it, so obviously things weren't fully fleshed out. But I do think he did a great job, like in comparison, if you look at it that way. Ampleur, programmation, graphisme, scénario, game design. And it obviously made an impact on a lot of lives, which is always good to see. Parmi d'autres, la scène indépendante du jeu vidéo de l'époque. Sauf que, contrairement à celle d'aujourd'hui qui peut profiter de tout l'héritage accumulé par l'histoire du média depuis quasiment 5 décennies, Hervé Lange, il avait bien moins d'éléments d'inspiration à sa disposition. Yeah, and I also think like if you're doing a comparison, if you're like a big studio and you make a game that sucks, I feel you deserve all the criticism in the world. Like if you're a big studio, you have this massive IP and your game sucks. But if you're like an indie developer, I go a bit easier. Obviously, there are some bad games from indie developers. There's some great games from indie developers, but it's a different scale. Il a expérimenté, constamment confronté à des soucis techniques, à des espaces mémoire restreints, à un éditeur pressant. Alors ouais, disons les choses, dans son jeu, tout ne fonctionne pas parfaitement, loin de là. Et pourtant, ça n'a pas empêché cette aventure de marquer les joueurs de son époque, qui découvraient les mondes ouverts, le jeu d'aventure, le RPG et toutes les promesses de ce qui deviendrait quelques années plus tard un genre phare du jeu vidéo. Vous savez, j'ai contacté GT400, celui qui a énormément aidé Karamoun à venir à bout du périple. De nature timide, il n'a pas souhaité qu'on s'entretienne autrement que par écrit. Il m'a laissé un long message que j'ai trouvé touchant et que je me permets avec sa permission de vous partager. Je pourrais pas dire beaucoup plus de choses que ce que j'ai déjà écrit dans le forum, mais je peux te résumer ainsi mon expérience. Je trouve que Fer et Flamme n'est pas abouti. Il est plein de bugs et on galère comme pas possible pour avancer. Mais gamin, pour moi, tout ça c'était pas grave. À vrai dire, je le voyais même pas. J'avais la sensation d'avoir affaire à un jeu fantastique. Je trouvais ça fabuleusement beau. Son univers me semblait immense. C'était la première fois que je jouais à un précurseur des mondes ouverts. En fait, même si tout était très loin d'être parfait, on avait surtout l'impression de vivre une petite révolution. Yeah, for the time, that's mind-blowing. CPC en 1986 et se dire putain, je suis en train de vivre un truc génial, même si je suis largué et que je sais que j'arriverai sûrement jamais à la fin du jeu. J'avais 10 ans et j'avais aucune notion de ce que devait être un bon gameplay. Pour moi, c'était ça, la grosse claque d'un instant précis dans le monde de la micro-informatique à travers mes yeux d'enfant. Alors juste, merci Hervé d'avoir imaginé et conçu ce jeu. Merci Karamoun de m'avoir poussé à m'y intéresser de nouveau des années plus tard. Je suis heureux qu'on soit allé au bout de cette histoire. Oh. Il y a un truc que j'ai encore un peu de mal à m'expliquer. Ce rêve, cette vision, je sais pas comment on peut appeler ça, est-ce que c'était vraiment quelque chose de mystique tenant quasiment de l'ordre du destin, ou est-ce que c'est simplement moi, après avoir bossé sur Fer et Flamme et réalisé cette vidéo, qui donne à mon rêve une figure prémonitoire? Impossible de le savoir et peut-être finalement que c'est qu'une histoire de point de vue, mais une chose est certaine. Il y a 30 ans de ça, un jeune homme a imaginé et programmé seul ce Fer et Flamme pour l'Amstrad CPC qu'éditera Ubisoft. Un jeu qui, selon toute vraisemblance, aurait dû tomber dans l'oubli. Hervé Lange ayant réalisé des jeux bien plus marquants par la suite. Sauf que, bien plus tard, alors que plus grand monde ne se souvient de Fer et Flamme, il y a ce gars, Arnaud Karamoun, qui se fixe un drôle d'objectif, finir son jeu d'enfance, en découvrir la trame et la conclusion. Tout cela donne lieu à une formidable entraide de gars qui se trouvent à des centaines de kilomètres les uns des autres, des rétro-gamers qui ne se sont jamais rencontrés. Le genre d'entraide que seul Internet est capable de produire. Karamoun finit donc par atteindre son objectif. Il termine son jeu et, pour apporter un point final à toute cette histoire et aider les pauvres fous qui se lanceront dans l'aventure, il réalise un guide complet du jeu ainsi qu'une carte qu'il publie sur le site de CPC Power. L'histoire est déjà très belle, elle se suffisait à elle-même et je suis parfaitement d'accord pour dire qu'elle aurait très bien pu se terminer là. Mais non, comme j'ai le goût du romanesque, peut-être aussi du merveilleux, je peaufine la sortie de scène. Involontairement, un rêve, une vision, je sais pas, avec la présence du joueur du grenier. Ce détail est primordial, sans lui, sans celui qui m'aura donné le goût à la vidéo, au rétro gaming, à la fiction, je pense pas que j'aurais tiré quelque chose d'un tel sujet. Fer et Flamme. JDG m'a mis vers la voie sur le sujet qui jusqu'ici m'échappait. This was a very touching video, wasn't sur it? l'essence du rétro gaming, non pas le jeu, non pas ses qualités et ses défauts, mais plutôt sur ce qui en donne du sens, les joueurs. Leurs sensations, leurs émotions, ce qui peut, en dépit du bon sens, les pousser à fouiller l'intégralité d'un jeu aux mécaniques fastidieuses, vieux de 30 ans, dans le simple but de mieux le comprendre, de mieux l'aimer. Vous
fatiguez pas, hein. Je sais ce que certains vont me reprocher, de voir les choses de manière un peu trop sentimentale. C'est possible que je vois du destin là où il n'y a que du hasard. Je me plais à ajouter un peu de féerie à l'absurdité, à me dire que le destin aura œuvré afin de croiser les chemins de personnes qui n'avaient pas grand-chose en commun. Hervé, Caramoun, joueur du grenier, et moi-même. Oh, Merci. this is such a touching video. Merci la vie. I like the outro song though. And shout out to the supporters, everyone who helped make this video happen. A great video. Oh. Okay, so that really was quite a touching video because Edward touched on his relationship with JDG in this, you know, about how he kind of inspired him to make his videos. He was looking for someone covering retro games. And although, you know, Fred often does cover bad games and he kind of rips into them, roasts them, points out a lot of flaws, which I do agree with in his videos. You know, Edward has more of an appreciation for retro games. So very different but similar at the same time. So I do like the channel, and this one was very sentimental because they're covering a game and we meet Caramoon and GT, who this was their childhood game, and they made it sort of their mission to kind of finish the game finally, and they did it. They accomplished that, and they came together as a community. And like, although the game did have its flaws, you know, it definitely had some flaws there. As a kid, you don't really notice that stuff, do you? Like, there's tons of films out there that I love as a kid, and I look them up online and I see they have terrible reviews, and I'm like, this film was awesome. Same with games as well. You like, you look up a game you loved as a kid, and everybody's ripping into it, and you're like, wait a minute, I love this game. It's just something about playing as a game as a kid. You find it so magical, and also, like, this was one of the first French RPGs. As you saw in the video, there were some that come before it, but this was like a pivotal game at the time, and it sold quite well, and it had an impact on a lot of people's lives. And seeing the development as well, it being rushed, things were taken out. There were some trolls like things in there where, you know, it's kind of to set you on the wrong path. I thought it was very interesting, but just seeing the development of this game and it being a passion project, although it was rushed by the developer, which always does happen, you know, it still had a dedicated fan base, and it did pretty well, although it seems very difficult. It took people so many years to finally complete it. But there's a guide out there, so if you played this game as a child and you want to go back and experience it and finally beat it, you know, there's a guide out there for you. So I found this whole experience to be awesome, just seeing the community come together and also learning the history of the game as well. And I do like the art style. I do find that awesome for the game. I do feel it's very ambitious for the time, especially considering it's one guy doing it. You know, you obviously have to respect that. So let me know your thoughts about this video, and shout out to Edward for this great video, and shout out to Chicken Eye for the subtitles. And let me know your thoughts about this in the comment section below. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.